Bonjour, m'entendez bien? Très bien, parce que vous êtes mis loin, donc va falloir que je lève la tête. Donc je me présente, je m'appelle Rémi Catala, donc je suis éducateur à l'environnement pour la LPO Occitanie. Donc l'association, c'est une association loi 1901, comme la plupart des associations. Une association qui a pour objectif de protéger la nature et de protéger l'environnement. On est passé LPO Occitanie en ce début d'année. Avant, on était la LPO de l'Hérault, donc LPO Hérault. On s'est regroupé, bien entendu, pour avoir une puissance un peu plus supérieure sur l'échelle occitane et surtout de pouvoir aller dans des départements où il n'y a pas de LPO. Parce qu'il y a des associations, il y a des endroits où il y a des associations autres que la LPO. La LPO, j'imagine que tout le monde connaît, plus ou moins. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc vous avez entendu parler sûrement de la LPO France, avec un président emblématique qui est Bougrain-Dubourg, d'accord, qui est notre président et qui a un poids politique assez fort, qui milite pour de nombreuses choses. Voilà. L'objectif de la création de la LPO il y a plus de 100 ans, c'était du coup la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui. Voilà, on a une consigne, c'est de ne pas trop dire justement cette Ligue pour la protection des oiseaux, puisqu'on n'est plus seulement une Ligue pour la protection des oiseaux, j'ai envie de dire. À l'époque, ça a été créé dans cet objectif-là, pour éviter la chasse et du macaremoine, donc l'emblème de la LPO. Vous avez en haut là, un petit pingouin qui niche en Bretagne. Bien entendu, ça a tellement eu de succès que ça s'est développé. Et maintenant, on n'est plus seulement une association de protection des oiseaux. De toute façon, si on veut protéger les oiseaux, il faut protéger l'environnement et la nature en général, les endroits où ils vivent, ceux qui mangent, etc. etc. Donc il y a la LPO France au niveau national et il y a des délégations territoriales. Vous avez la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, la LPO Aquitaine, la LPO Île-de-France, la LPO Occitanie maintenant, la LPO PACA. Voilà, il y a plein de petites LPO, on est d'autres associations. On n'a pas le même conseil d'administration, on n'a pas les mêmes financements, etc. C'est bien séparé, mais on bosse bien entendu ensemble et on travaille tout le temps ensemble sur des projets communs, national et international, bien entendu. Comme vous l'a présenté Marlène, on a plein de choses qui ont été prévues pour cette semaine-là. Plein de choses sur les oiseaux. Ce matin, on allait se balader dans Béziers. On a vu 11 espèces exactement. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ce matin. On a vu quelques espèces malgré le mauvais temps. Cet après-midi, on voulait vous présenter, je voulais vous faire un petit zoom sur les oiseaux qu'on peut trouver à Béziers, que vous pouvez trouver sur la commune de Béziers. Bien entendu, c'est impossible de parler de tous les oiseaux qu'on peut trouver sur Béziers. Je vous ai pris 20 espèces, voilà, en fonction des milieux. Et on va essayer d'en parler, de voir ce qu'elles mangent, voir déjà si vous les connaissez, puisque moi, j'aime pas trop parler sans qu'on me réponde en face. Je suis pas maître conférencier, je suis animateur, donc c'est pas la même chose. Donc j'ai fait exprès, bien entendu, de mettre les photos d'oiseaux sans les noms. Je veux voir le niveau des personnes que j'ai en face de moi. Voir si vous les connaissez. Et à la fin, on va compliquer les choses, puisqu'à la fin, je vous ferai un petit quiz des champs, avec les oiseaux qu'on aura vus avant. Rassurez-vous. Ça vous va comme programme? Très bien. Alors surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, d'accord? Je suis là pour y répondre. Peut-être que je n'aurai pas réponse à tout, mais j'essaierai d'y répondre en tout cas au maximum. Et ça devrait bien se passer normalement. Très bien. Allez, on va commencer du coup. On va commencer, donc ça c'est pour ceux qui ne le savent pas, mais normalement c'est ok, c'est la commune de Béziers. C'est la commune de Béziers délimitée sur une carte. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a des bases de données qui existent, que peuvent remplir les scientifiques, que peuvent remplir les associations, mais que peuvent aussi remplir les citoyens comme vous et moi. Si vous voyez un oiseau dans votre jardin, si vous voyez un criquet, si vous voyez un papillon, si vous voyez une chauve-souris, et que vous êtes intéressé et que vous arrivez à l'identifier, bien entendu, vous pouvez noter ces observations là sur des bases de données qu'on appelle de sciences participatives. Une des bases qui marche le mieux chez nous, c'est Faune, F-A-U-N-E-L-R, anciennement Languedoc-Roussillon. Maintenant, il y a Faune Occitanie qui marche et les deux sont liés, en attendant que Faune LR disparaisse. Sur ces bases de données-là, tout le monde peut faire remonter des informations et je vous invite à le faire, puisque bien entendu, il n'y aura jamais autant de salariés que de citoyens sur le terrain, et vous êtes au plus près du terrain quand vous vous baladez, quand vous allez... il y a par exemple, pour prendre un exemple, les animaux marins. On a très peu de salariés sur qui peuvent faire des sorties, ça coûte très cher, les sorties en mer. Et peut-être que parmi vous, il y a des plaisanciers.
et qui vont faire 10 balades ou 5 balades dans l'été. Et rien que ces données qu'ils peuvent voir, les oiseaux qu'ils peuvent voir lors de leur balade, nous, ça nous intéresse, les oiseaux ou les baleines ou les dauphins. Et ça permet aux associations de récupérer, pas qu'à la LPO, hein, il y a beaucoup d'associations qui bossent sur cette base de données, de récupérer les infos et de pouvoir se les partager et de pouvoir voir des évolutions, des courbes, des tendances, si ça diminue, si ça augmente, etc., etc. Donc, ça marche par commune. Je suis allé voir, juste avant de venir, sur la base de données FaunLR, sur la commune de Béziers, le nombre d'oiseaux qui avaient été recensés. Donc, depuis le début, les premiers chiffres, c'est de 2013. Est-ce que vous avez à peu près une idée du nombre d'espèces qu'on aurait vues au moins une fois sur Béziers? Un ordre d'idée. Hein. Centaines? 300? Vous avez une idée du nombre d'oiseaux qu'il y a en France? Compliqué. Hein. Il y en a au moins 600. Là, c'est des chiffres. Le problème, c'est que c'est très compliqué de donner des chiffres, ça varie énormément de l'un à l'autre, puisque bien entendu, il y a des oiseaux qui sont nicheurs, qui vont faire leur nid, qui vont se reproduire. Des oiseaux qui vont passer là que en migration. Ils vont juste profiter des orpelières pour se reposer et manger un petit bout. Et puis, il y a des oiseaux qui vont passer l'hiver chez nous et qu'on va ne voir qu'en hiver. Ça arrive aussi. Il y a des cygnes, par exemple, qu'on pourrait rencontrer chez nous, qu'on ne voit qu'en hiver, puisque le reste de l'année, ils vont nicher en Scandinavie. Donc, on est leur pays chaud. Pas besoin d'aller jusqu'en Afrique, jusqu'au Sénégal. Béziers, ça suffit largement. Voilà. Même Béziers, des fois, ils ne descendent pas jusqu'aussi bas, ils vont s'arrêter en Champagne-Ardenne. Ça leur suffit. À partir du moment où ça ne gèle pas, c'est pas grave. Sur Béziers, on a 176 espèces. Quand même, c'est pas mal. Il faut, de toute façon, une des choses à regarder pour voir le nombre d'espèces qu'on pourra avoir, c'est les milieux. Puisque les espèces, on va les retrouver dans différents milieux. Sur Béziers, on a la mer qui n'est pas très très loin, mais on n'a pas non plus un bord, on n'a pas un bout de la commune qui est sur la mer. Donc déjà, on va enlever la plupart des oiseaux marins. Il y en a beaucoup qu'on va jamais voir sur Béziers. On n'a pas non plus de la montagne. Donc on n'aura pas des oiseaux de montagne. Donc, ça arrive de temps en temps qu'il y en a qui se perdent, on le verra dans le diapo, mais on peut enlever ces oiseaux-là. Sur Béziers, on va avoir des oiseaux urbains, périurbains, agricoles, parce que quand même la commune, vous avez vu sur la carte, elle s'étend assez loin. Et on va avoir des oiseaux de cours d'eau, mine de rien, puisqu'on a l'Orbe qui traverse. Et du coup, ça fait une diversité d'habitats qui est assez intéressante. Donc on va avoir un chiffre qui est assez élevé, 176, c'est quand même pas mal. Il faut faire attention aussi, parce que bien entendu, une commune au fin fond de l'Hérault, s'il n'y a jamais personne qui va pour aller regarder les oiseaux, le chiffre il va être très très bas. Puisque c'est aussi le problème des sciences participatives, c'est qu'il faut mettre ça en corrélation avec le nombre de personnes qui mettent des données. Donc Béziers, on est sur une grande ville. La LPO, on y est souvent, parce que, et même d'autres associations, parce qu'il y a des projets urbains. Donc qui dit projet urbain dit étude d'impact, qui dit étude d'impact dit inventaire, donc forcément on a des données qui s'accumulent. Bien entendu, un petit village de 20 âmes fin fond de l'Hérault, il y aura forcément moins de données, alors que ça se trouve, il y aurait autant d'oiseaux. Mais souvent, les villages perdus, c'est souvent de la forêt autour, et du coup, on n'aurait que des oiseaux forestiers. On n'aurait pas un cortège d'oiseaux de mer ou un cortège d'oiseaux de ville, de centre-ville. Voilà. Donc ça, 76 espèces. Donc si vous êtes bon, si vous sortez là et que vous restez sur les 5 prochaines années, vous pouvez voir 176 espèces. Attention, dans les 176, il y a des espèces qu'on a observées une seule fois. Elles sont passées une fois, elles s'étaient complètement perdues, puis on les reverra peut-être jamais, ou on les reverra dans 10 ans ou dans 20 ans, ça arrive. Qu'il y ait des oiseaux qui arrivent en France des fois, tous les 20, 30, 40 ans, au gré des tempêtes. Ça arrive là, justement aux Orpelières, la Maire, il n'y a pas si longtemps, on avait un oiseau américain. Il avait sûrement eu une tempête qui l'avait déporté. Il est arrivé en Islande. Islande, il a dû suivre d'autres oiseaux avec la migration, et puis il arrive jusqu'à chez nous. Mais c'est des oiseaux, voilà, qui vont sûrement mourir, parce qu'ils n'arriveront jamais à se reproduire ici, ils ne retourneront jamais en Amérique, et puis ceux-là, ils arrivent tous les 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. On va commencer facile, du coup. On va commencer avec 5 espèces des parcs et jardins. Donc, normalement, des espèces un peu plus connues que les suivantes, quoique, on va voir. Alors, est-ce que vous voyez bien, cet oiseau? Rouge-gorge. Tout le monde est d'accord? Non, il y en a qui ne sont pas d'accord. Comment? Ouais, il est bien rouge de partout. Ouais. Le rouge-gorge, il est un peu plus orange que rouge. Hein.
Il est brun. Ça, c'est un petit oiseau que vous avez dans les jardins. C'est un oiseau qu'on peut rencontrer de temps en temps, qui est le rouge-queue à front blanc. Alors, le rouge-queue, vous le connaissez peut-être, puisqu'en France, on a le rouge-queue noir et on a le rouge-queue à front blanc. Le rouge-queue noir, on l'a toute l'année chez nous. Il est tout le temps là, quasiment. Il va manger les petites araignées, les petites mouches qui vont traîner près de la maison. Donc, on l'a très proche de la maison, sur le toit des maisons. Il va être tout noir et avec la queue rouge. Et on a le rouge-queue à front blanc, avec le rouge qui remonte complètement sous la tête, qui est un peu plus rare. Je vous l'ai montré parce je le trouve assez joli, cet oiseau. Et du coup, qui est un oiseau qui va aussi manger des petites bêtes, insectivore. Il va nicher dans des cavités, donc dans des trous, les trous dans les arbres, les trous dans les murs, et aussi dans les nichoirs. Tous les oiseaux, de toute façon, dont on va parler, qui sont cavernicoles, qui vont nicher dans des cavernes, ou les oiseaux cavicoles qui vont nicher dans des cavités, eux, on peut leur poser des nichoirs, puisque le principe d'un nichoir, c'est de proposer quelque chose qui n'a plus dans la nature. Donc, par exemple, un arbre mort qu'on aurait coupé dans le parc à côté. S'il n'y a plus de cavités et plus d'oiseaux, donc on va poser des nichoirs, ça va faire des cavités. Donc celui-là, vous pourriez l'avoir dans votre jardin en posant un nichoir à rouge-queue à front blanc. Je pense qu'il est sur une des feuilles que j'ai laissées à l'entrée. En partant, vous aurez l'occasion de les ramasser. Il y a une feuille notamment qui présente les nichoirs. Je ne veux pas m'avancer, mais il me semble qu'il y est. Qui dit oiseau insectivore et strictement insectivore, dit oiseau migrateur. Souvent, on a tendance à penser que les oiseaux partent parce qu'il fait froid. Non, c'est pas vraiment le cas. Ça peut arriver quand il fait vraiment très très froid. Ils partent surtout parce qu'il y a un manque de nourriture. Les hirondelles, le rouge-queue, qui vont manger strictement que des insectes, ils n'ont plus d'insectes en hiver. En hiver, vous n'avez plus de moustiques, quoique maintenant on a le moustique tigre qui nous embête toute l'année. Mais le moustique tigre, il a un problème, c'est qu'il reste au sol. Il reste dans nos salons et dans nos pattes. Il ne va pas s'envoler près des arbres. Donc du coup, ces oiseaux-là, ils n'ont plus à manger. Donc la seule solution, c'est de partir. Donc ils vont partir ailleurs. Ils vont partir en Afrique. Donc le rouge-queue à front blanc, vous ne l'avez plus en ce moment. Ça ne sert à rien de le chercher dans le parc juste à côté de la médiathèque. Il n'y sera pas. Il est parti, il reviendra au mois de mai l'année prochaine. Il revient assez tard, le rouge-queue à front blanc. Je n'ai pas commencé par le plus simple, vous en faites pas. Ça sera plus simple après. Il était un peu compliqué celui-là. Je vous montre à quel point il est adapté au milieu urbain. Voilà. Donc lui, ils n'ont aucun souci. On a des oiseaux qui se sont très très bien acclimatés à l'homme, qui n'ont plus du tout peur de l'homme, quasiment plus, et du coup qui vont s'en servir. Son camarade, le rouge-queue noir, lui, il va rester toute l'année près de nos maisons pour avoir la chaleur de nos maisons, et parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui traînent près de nos maisons. On attire les insectes. Voilà le premier oiseau. Hop, un deuxième. Je l'ai entendu, oui. Il est un peu connu celui-là. Oui, le chardonneret. Le chardonneret élégant. Donc un très bel oiseau. Rouge, blanc, noir, avec du jaune sur les ailes. Donc un petit oiseau, le chardonneret élégant. Comme son nom l'indique, il va manger du chardon. Voilà. En fait, il ne va pas manger que du chardon, mais il va adorer le chardon. Et on va le retrouver en fait sur la plupart des plantes, puisque celui-là, il peut manger des insectes et des graines. C'est un oiseau qu'on pourrait rencontrer toute l'année, du coup. Je viens de vous l'expliquer. Insectes et graines. Les insectes, c'est très bien pour l'été, c'est très bien pour le printemps, c'est beaucoup de protéines pour les petits, notamment. Donc, au printemps, en été, ils vont se régaler d'insectes. Une fois la reproduction terminée, on n'a plus d'élevage de poussins. Les insectes commencent à disparaître, commencent à mourir à cause du froid. Donc, du coup, on va changer d'alimentation et on va passer sur les graines. Donc, le chardonneret élégant, si vous mettez une mangeoire chez vous, il va venir. Il préfère s'il y en a qui veulent absolument le voir, c'est les graines de tournesol. Les pipasses, là. Vous enlevez le paprika et le sel, vous leur donnez, et c'est bon. Voilà. Le chardonneret élégant, donc lui, il va, contrairement à notre oiseau juste avant, lui, il va nicher plutôt dans les arbres, à la cime des arbres, donc il va fabriquer son nid tout seul. Il n'est pas cavernicole, il n'est pas cavicole, il n'a pas besoin d'une cavité. Donc lui, on ne pourra pas l'avoir au jardin ou essayer de le favoriser au jardin, si ce n'est en laissant les insectes venir et en mettant des graines en hiver. Donc le chardonneret élégant, sédentaire toute l'année. Le chardonneret, il est assez connu parce qu'il est quand même, c'est un très bon chanteur et malheureusement du coup il est braconné. Le chardonneret, il est très braconné, notamment dans les Landes. On va le faire se reproduire avec
des serins avec des canaris. Et comme ça, on va avoir des oiseaux qui sont très chanteurs. Ça arrive de temps en temps que vous baladez dans certaines villes de Béziers, d'ailleurs. À Béziers, vous vous baladez en centre-ville ou vous vous baladez à Sète ou dans les grandes villes de Montpellier. Il y a certains quartiers où on entend les chardonnerets dans les fenêtres. Parce que du coup, ils sont en cage dans les fenêtres. Ça se revend 50 € à peu près un chardonneret. Donc c'est très braconné. Régulièrement, la gendarmerie nous en amène suite à des saisies chez des particuliers, pour qu'on les soigne, on les réhabilite et on les rende de nouveau sauvages. Puisque on a un centre de soins. Là où je travaille, il y a un centre de soins juste à côté de nos bureaux, un centre de sauvegarde de la faune sauvage, où on accueille les animaux blessés, les oiseaux, les mammifères, petits mammifères, pour pouvoir les relâcher après dans le milieu naturel. C'est pour ça que demain, il y a un relâche de goéland. On n'a pas fait d'élevage de goéland, on a récupéré un goéland qui était blessé ou jeune, on l'a soigné et puis on va le relâcher demain. Voilà. Donc le chardonneret, il est connu celui-là. Hein, j'ai entendu plusieurs personnes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Facile. Ouais, la petite mésange. Quelle mésange du coup? Loupé. Bleu. Bleu, mésange bleue. Ouais. La mésange bleue. Vous voyez le bleu ou pas? Ou c'est un problème de... Ouais, elle a du bleu sur la tête. La mésange bleue, elle en a sur le dos. Alors, manque de peau, elles sont de face. Mais la mésange bleue. Petite mésange qu'on a chez nous, un des plus petits oiseaux qu'on pourrait rencontrer chez nous. Elle est toute petite, elle doit faire ça, elle doit tenir dans ma main. Là, c'est tout mignon, tout petit. Elle aussi, elle va nicher dans les arbres creux. Donc, on peut la voir avec un nichoir. D'ailleurs, souvent, les nichoirs que vous installez dans votre jardin, avec le petit trou d'entrée, c'est pour la mésange bleue. Ou sa copine, la mésange charbonnière, qu'on va voir après. La mésange bleue, elle va se nourrir, comme le chardonneret juste avant, insectes, puis graines. Vous l'avez à la mangeoire cet été. Vous l'avez à la mangeoire, vous l'aurez à la mangeoire cet hiver, vous l'avez à la mangeoire tous les hivers. Elle n'a pas peur de l'homme. Une fois qu'elle a compris qu'il y avait à manger, elle peut facilement venir. Par contre, en été, elle va changer d'alimentation pour nourrir ses jeunes, et donc elle va manger strictement que des insectes. Et la plupart du temps, ça va être des chenilles. Et c'est une grosse consommatrice de chenilles, plus de 500 par jour sans problème. Donc elle est très utile aux jardiniers et aux potagers. Donc si vous posez un petit nichoir à côté de votre potager, si elle aime bien, si elle vient, elle va pouvoir vous débarrasser votre potager de pas mal de chenilles. La petite mésange bleue. Sédentaire du coup, je viens de le dire, elle mange des graines et des insectes. Alors, un peu bizarre celui-là. Grand-duc. Ah, petit-duc. Ouais, petit-duc, c'est ça. Petit-duc, c'est pas le grand-duc. Le grand-duc, il fait ça, le grand-duc. Le petit-duc, il tient sur ça. Ce petit hibou que j'ai là, il peut tenir sur mon doigt, là. C'est un petit hibou qu'on a chez nous, que vous avez dans les parcs et les jardins. J'aurai son chant tout à l'heure. Je pense que 90% de la salle l'aura entendu. Vous m'entendez? Il faut que je me mette devant le micro, j'ai mauvais réflexe. Excusez-moi. Donc le petit-duc Scops, si vous voulez dire le vrai nom, si vous voulez vous la péter un petit peu. Sinon, c'est le hibou petit-duc. Voilà. Il va nicher dans des trous. Donc, c'est pas un aussi petit trou que la mésange, du coup, il va falloir des arbres un peu plus conséquents. C'est pour ça qu'il adore les platanes. La plupart du temps, on le retrouve dans les places où il y a des platanes, ou alors dans les micocouliers. Les micocouliers, ils ont aussi tendance à se trouer un petit peu. Pas autant que le platane, puisque le platane, c'est un arbre creux par excellence. Si vous regardez les platanes au bord de la route, là, souvent, ils ont des trous énormes à l'intérieur. Donc lui, il va se trouer, il va y avoir énormément d'oiseaux qui vont venir nicher dedans. Mais le micocoulier, il peut aussi accueillir des oiseaux, notamment le petit-duc. Il va se nourrir d'insectes. Tous les rapaces ne se nourrissent pas de souris, lui, il va se nourrir d'insectes. Et du coup, s'il se nourrit d'insectes, c'est un migrateur. Donc là, c'est pareil, les petits ducs, à moins d'avoir un petit duc en retard, normalement, ils sont tous partis. Ils sont partis il y a quelques semaines. Là, ce matin, en se baladant, on n'a pas vu d'hirondelles, par exemple. Donc les hirondelles, elles ont dû partir, il y en a encore quelques-unes, mais
Là, ça va partir, si ça part pas dans 3 jours, elles sont parties il y a 3 jours, hein, ça va vraiment pas tarder. Le petit duc, c'est pareil, il est parti allez, fin du mois d'août. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, petit oiseau qui va faire une migration. Les rapaces nocturnes qui migrent, il n'y a que lui. Voilà. Les autres, ils sont là toute l'année, parce que les autres vont se nourrir de souris. Et les souris, on en a toute l'année. Le petit duc. Ouais. Celle-là, c'est la charbonnière. Donc, vous l'avez reconnue, elle ressemble beaucoup à la mésange bleue de tout à l'heure. Elle est un petit peu plus grosse, la mésange charbonnière. Elle va être jaune sur le ventre, plutôt olive sur le dos. Et puis, elle va surtout avoir ce trait caractéristique au milieu, qui est un trait noir. C'est pour ça qu'on l'appelle la charbonnière. On a l'impression qu'elle s'est roulée dans le charbon, et c'est pour ça qu'elle s'est fait cette trace-là. Cette ligne-là permet de faire la différence entre mâle et femelle. Le mâle a une ligne un peu plus large que la femelle. Mais alors, pour faire ça, le mieux, c'est d'avoir les deux individus côte à côte. Hein. Parce que là, en photo, si j'ai pas moyen de comparaison, c'est très compliqué, même si ça a l'air un peu large quand même. Je tenterai vers un mâle, mais c'est pas sûr. Donc la charbonnière, elle aussi, elle aime bien les jardins. Elle aime les nichoirs, puisque du coup, elle aussi, elle niche dans des arbres creux. Donc il y a tout ce qu'il faut, c'est exactement le même endroit, elle niche exactement au même endroit que les mésanges bleues, si ce n'est que la mésange bleue va nicher dans des trous un petit peu plus petits. Ça se joue des fois à pas grand-chose. Quand vous installez des nichoirs, 28 mm le trou d'envol pour la mésange bleue, 32 pour la mésange charbonnière. Ça se joue à quelques millimètres d'écart. Hein. Pourquoi ? Parce que alors, la mésange bleue pourrait aller dans un nid de 32 mm, mais la mésange charbonnière ne peut pas rentrer dans un nid de 28 mm, dans un nichoir de 28 mm. De faire des petites différences comme ça vous permet de mettre différents nichoirs et du coup de varier les espèces dans votre jardin. Et ça permet, et ça évite du coup à la mésange bleue de se faire embêter par la mésange charbonnière. Si la mésange bleue elle se met dans un nichoir où la mésange charbonnière peut rentrer, la mésange charbonnière qui est plus grosse, quand elle va arriver, elle va la sortir, elle va prendre la place. Voilà. C'est bien de varier les nichoirs quand vous en installez dans vos jardins. Elle aussi, du coup, grande friande de chenilles, notamment la processionnaire du pin. Voilà. Donc elle peut aussi, des fois, ça va, un couple, c'est des milliers de chenilles par jour quand il y a beaucoup de poussins à nourrir. Donc ça peut aller très très vite. Elle arrive, on a commencé à observer des mésanges charbonnières qui vont chercher les chenilles processionnaires dans leur toile, là. Vous savez, les toiles qui sont en haut des pins, là. Alors que il faut y aller pour creuser là-dedans. Et la charbonnière elle commence à comprendre un petit peu, mais pas facile de se débarrasser de la processionnaire du pin. Voilà pour la mésange charbonnière. Donc les petits oiseaux des jardins, on en a fait à peu près le tour. Bien entendu, il y en a plein qu'on aurait pu rajouter. Le merle, le rouge-gorge. Alors attention, le rouge-gorge, on a beaucoup, vous allez l'avoir beaucoup en hiver par exemple. Là, le rouge-gorge, cet hiver, il y en aura un quasiment dans tous les jardins. C'est toutes les populations de rouge-gorge du nord, de Belgique, de Hollande qui vont descendre pour passer l'hiver chez nous. Une fois en été, les rouges-gorges, on en a beaucoup moins. Et on en a quasiment plus si vous allez vers le bord de mer. Si vous allez à Sérignan, par exemple, ou Valras, il n'y a aucun rouge-gorge. En été, en tout cas. En hiver, il y en a dans tous les jardins. Ce qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit oiseau des jardins qu'on pourrait avoir ? La mésange à tête noire. Alors, il faut avoir un parc quand même un peu boisé en forêt. Hein. Parce que la mésange noire, on l'a pas partout. Hein. Dans les jardins ouvriers de Marossan, là, oui. J'ai des faciès soulevés. Oui, alors on va parler sur un autre milieu. Oui, j'ai entendu le verdier. Oui, le verdier, qui est un oiseau tout vert, vert jaune, qui est aussi un petit peu comme le chardonneret, avec un gros bec, voilà, qui va pouvoir casser des grosses graines et qui va manger beaucoup d'insectes en été. Il y en a plein des petits oiseaux des jardins. Il y a une feuille que je vous ai mis à l'entrée que vous pourrez récupérer. Il y a une 50aine d'oiseaux dessus. Puisque si vous êtes intéressé par l'observation des oiseaux, au même principe que tout à l'heure, la base de données faune et l'air, des fois il y a des événements qui sont créés et puis qu'on va lancer sur tout le territoire.
notamment l'Observatoire des oiseaux des jardins, qui est porté par le Muséum d'histoire naturelle et la LPO. Et donc en fait, il y a une date, plusieurs dates dans l'année même, et à cette date, on vous demande de regarder votre jardin pendant 1 heure. Et tout le monde le fait en même temps. Donc ça permet d'avoir un état des lieux de vraiment tous les oiseaux qu'on a dans tous les jardins au même moment. Et c'est cette fiche-là qui vous permet de faire ça. Oui, la tourterelle, exactement. Ouais. Pour avoir la tourterelle, les pigeons, pas mal de choses, mais je crois... Non, la tourterelle, je ne l'ai peut-être pas dans mon diapo. Mais oui, la tourterelle turque, elle adore la mangeoire. Si vous lui donnez quelques graines ou quelques miettes de pain, vous êtes sûr que vous l'avez dans votre jardin. Ouais, les huppes aussi. Je ne l'ai pas mis dans les jardins, puisqu'il faut avoir un beau jardin normalement, ou alors il faut être en milieu périurbain plutôt, dans les quartiers. Là, vous pourrez l'avoir, en milieu agricole. Des quoi, pardon? Des squares ou alliés? Oui, des squares. Dans les squares, on la voit là. Oui, voilà, ouais, elle peut venir, il faut avoir un joli parc. Je l'ai plutôt mis dans le milieu dans un autre milieu, parce que c'est son milieu de prédilection. Mais en effet, oui, vous l'avez sur Béziers. Les oiseaux du centre-ville, où là, on peut vraiment la voir dans le cœur de Béziers. Une idée? Ça vous fait penser à quelque chose? Ça vous fait penser à l'hirondelle? C'est une hirondelle. C'est une hirondelle, c'est l'hirondelle rustique. Des hirondelles, ça serait trop simple si on en avait qu'une, bien entendu. Il y en a plusieurs des hirondelles en France. On en a plusieurs dans le département. Celle-là, ça en est une, et c'est l'hirondelle rustique. L'hirondelle rustique, elle se reconnaît parce qu'elle a la gorge brique. C'est l'ancienne hirondelle des cheminées. Peut-être que vous avez entendu ça. Pourquoi hirondelle des cheminées? Parce qu'elle va nicher à l'intérieur des bâtiments. C'est pas celle qui va faire voler sur la façade, c'est elle va faire voler dans vos garages. Si vous avez une hirondelle dans votre garage, si vous avez une hirondelle sous le préau ou sous l'avancée pour la porte, déjà à l'abri, c'est l'hirondelle rustique, c'est celle-là. Donc elle va adorer dans le centre-ville, c'est les garages, les avancées de porte, les préaux d'école, les monuments historiques. S'il y a, par exemple, les églises, s'il y a des arches, etc., elle va adorer ces endroits-là. Les ruines aussi, les bâtiments en ruine, si on a des bâtiments qui sont plus habités. Et si on s'écarte un petit peu, alors là, ça va être plutôt les écuries. Parce que dans l'écurie, il y a à manger, il fait chaud, il y a plein de mouches, et en plus, on est à l'abri. Ça va être les bergeries, etc. Mais on l'a dans tous les petits villages, dès que vous écartez de Béziers, sans problème, même dans Béziers. Insectivore, strictement insectivore même, donc elle va manger vraiment que ça. On peut le regarder, on a un petit indice quand même, avec les autres oiseaux qu'on a vus juste avant, c'est la taille du bec. Le bec va vous donner beaucoup d'informations sur ce que mange un oiseau. Et là, vous voyez, c'est un bec tout petit, tout fin. Elle va même pas s'en servir pour attraper les insectes. Elle va ouvrir la bouche. L'hirondelle, elle vole en ouvrant la bouche. Si vous faites du vélo la bouche ouverte, vous allez attraper des insectes. L'hirondelle, c'est pareil, sans le vélo. Donc elle va voler bouche ouverte et elle va attraper tous les insectes qui passent. Donc elle n'a pas du tout la possibilité, avec son bec, de casser des graines. Donc du coup, elle est obligée de partir en migration. Et là, voilà, ça va pas tarder. Les dernières, à mon avis, vont pas tarder à partir. Je pense que j'ai une photo. Voilà à quoi ressemble son nid. Donc vous avez vu, c'est dans un bâtiment, je pense que ça va être d'une église ou quelque chose comme ça. Donc ça fait un nid en forme de demi-bol, on appelle ça. C'est vraiment un demi-bol. C'est entièrement ouvert sur le dessus. C'est pas comme les autres hirondelles, on va les voir juste après, avec un tout petit trou qui sont bloqués au plafond. Donc c'est vraiment, ça peut être posé à 30 ou 40 cm du haut. C'est un demi-bol, voilà. Il faut imaginer, vous cassez un bol en deux, vous le collez sur un mur, c'est ça. Donc elle va faire un nid en terre, en boue, en paille, en tissu, en laine. Elle va mélanger tout ça pour former quelque chose d'assez solide. Alors assez solide, ça va se casser avec les années et puis elle reconstruira. Ou alors elle va le renforcer chaque année, parce qu'elle revient souvent au même endroit, l'hirondelle rustique. Si ça lui plaît, même les petits peuvent revenir. J'ai des personnes qui ont 7 ou 8 hirondelles dans le garage, puisqu'ils en ont laissé une fois, et les petits sont revenus, et chaque année, il y a la génération d'après qui vient faire son nid. Donc c'est bon.
Les hirondelles, voilà, elles font leur nid comme ça. C'est pareil, ça c'est quelque chose, on n'y pense pas du tout. Mais si à la période où vous les voyez revenir, vous pouvez laisser de la boue dans votre jardin. Alors, on n'a pas tous l'occasion d'avoir de la boue. Mais il y en a y en a par exemple au centre-ville, ils remplissent une brouette avec de la terre et de l'eau. Ça suffit des fois pour voir les hirondelles venir chercher de la boue. Justement, c'est un des rares endroits où il y a de la boue en centre-ville. Donc du coup, vous pouvez avoir une belle concentration d'hirondelles. La petite astuce pour voir des hirondelles. Autre petit oiseau. Un gros bec, vous avez vu? Donc il va manger des graines sans problème. Ça nous donne un indice. Il vous fait penser à un autre oiseau? Ah non, c'est pas un bec croisé. Une alouette? Non. Là, on a dit oiseau du centre-ville. Hein. C'est un moineau, oui. C'est un moineau. Et c'est pas le moineau que vous avez l'habitude de voir. Ah oui, je mets des pièges. Je mets des pièges, sinon ça serait trop simple. Ça, c'est un petit moineau que vous avez dans le centre-ville, qui est le moineau friquet. Le moineau friquet, il a la tête marron, là, comme on voit, et une petite tache noire sur la joue. C'est ça qui fait vraiment la différence quand vous observez des moineaux. Si vous voyez une petite tache noire sur la joue, c'est le moineau friquet. Le moineau friquet, mâle et femelle, ils sont identiques. Voilà. Donc souvent, d'ailleurs, on en voit deux, on en voit plusieurs. C'est un oiseau qui a beaucoup diminué, ses populations, elles ont pas mal diminué ces dernières années, puisque c'est un oiseau qui niche en colonie et qui nichait souvent dans les vieilles bâtisses, les granges, les fermes, etc. Et du coup, les vieilles bâtisses, on en a de moins en moins elles sont toutes de plus en plus imperméabilisées, isolées. L'isolation à 1 euro, ça a du bon, mais pas pour les oiseaux, parce qu'on refait toutes les toitures et on enlève tous les trous qu'il y a sous les tuiles. Donc le moineau friquet, il a eu tendance un petit peu à disparaître, à diminuer en tout cas. On le retrouve quand même dans certains endroits. À Béziers, vous devez l'avoir dans quelques zones du centre-ville, à vraiment des secteurs très précis. On arrive à en rencontrer même dans le cœur de Montpellier. Il y a quelques petites populations pour en avoir. Insectivore, granivore. On l'a vu, maintenant vous êtes des spécialistes avec la taille du bec. Ça ressemble beaucoup au bec du chardonneret. Donc un bec assez fort, donc ça permet de casser des graines. Mais en été, on va manger des insectes pour nourrir les petits. Sédentaire, puisqu'il peut manger un peu tout. Celui-là, vous pouvez l'avoir aussi à la mangeoire. Si vous avez de la chance d'avoir du moineau friquet pas loin de chez vous, vous pouvez l'avoir à la mangeoire. Et je vous ai mis l'autre moineau à côté en photo. Donc ça, c'est celui-là qu'on voit qui vient manger les frites du McDo quand vous allez au McDo, ou les miettes de pain sur la terrasse. Les terrasses des restaurants, c'est celui-là. Voilà. Donc on a le moineau domestique et le moineau friquet. Donc vous voyez la différence sur la tache, sur la joue. Donc ça se voit quand même beaucoup. Après le moineau, là on a un moineau mâle. La femelle ne ressemble pas à ça. La femelle, elle est marron, elle est beige plutôt, on va dire, sur la plupart du corps. Elle n'a pas cette arrière de la tête qui est très marron là. Le moineau domestique parce qu'on l'a domestiqué à une époque, on le mangeait. Il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'ai des souvenirs de ma grand-mère qui mangeait du moineau domestique. On mettait à l'époque des vases, vous voyez un petit peu les zoyas qu'on met dans les jardins pour diffuser l'eau, là, les espèces de jarres en terre cuite. Donc on les plaçait sur les façades des bâtiments. Les moineaux, comme ce sont des oiseaux qui sont cavernicoles, rentrent dedans pour faire leur nid. Une fois que la première portée a éclos, on ramasse, on les mange et on remet en façade. Comme ça, les moineaux de nouveau se reproduisent et par contre on laisse la deuxième génération pour perpétuer l'espèce, bien entendu. Mais du coup on l'a domestiqué, cet oiseau, et donc on l'a mangé, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Le moineau domestique. Vous avez déjà vu du moineau? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le moineau friquet? Qui pensent l'avoir déjà vu? Qui ont vu des fois des moineaux un petit peu bizarres? Qui se sont posé la question? Ben là, je n'ai pas la réponse. Alors, est-ce qu'il a l'air mieux sur lui? Plus propre sur lui, peut-être? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Là, j'ai pas l'anecdote. Je les ai pas toutes, malheureusement. Il faudrait voir. Des fois, il y a des personnes qui se sont amusées. Il y a des livres qui existent là-dessus pour aller voir d'où viennent les noms. Mais je ne sais pas. Très beau le moineau friquet. Personnellement, si vous le voyez, moi je le trouve très très beau. En vrai, c'est assez sympa. Allez,
continue. Ouais, c'est presque ça. Cresserelle, oui. C'est le faucon cresserelle. Le faucon... Hop là, non, c'est pas ça que je voulais faire. Le faucon cresserelle. Donc le faucon cresserelle, tout le monde l'a déjà vu. Petit faucon qui fait du vol en Saint-Esprit, quand vous voyez faire du surplace, là. Vol en Saint-Esprit parce qu'il a les bras écartés. On le voit souvent là, au-dessus des champs, quand vous prenez la voiture, il fait du surplace, et puis il plonge. Des fois ça loupe, la plupart du temps ça loupe d'ailleurs. Puis il remonte. Donc c'est un petit oiseau qui va nicher pareil dans des trous, alors dans des vieux nids, par exemple de choucas, de corneilles, de pies. Mais il va préférer quand même les trous, et notamment les trous dans les murs, dans le bâti. Donc on va l'avoir beaucoup dans les vieux bâtiments, par exemple les cathédrales, les églises, etc., les ponts, tout ce qui peut avoir perdu une pierre à un endroit ou à un autre, tout ce qui peut faire un petit trou, enfin un gros trou, parce que c'est quand même un faucon, ça a une belle taille. Du coup on peut avoir le faucon, et donc on peut l'avoir en centre-ville. On l'a dans le centre-ville de Béziers, notamment avec un nichoir. Il a eu très très chaud cet été, ce nichoir, puisqu'il y a eu un incendie juste à côté, puisqu'il est posé sur le polygone de Béziers. Si vous arrivez depuis le stade, que vous arrivez dans ce sens-là, vers le parking il y a un concessionnaire auto là. Dans ce sens-là, quand vous avez le polygone de Béziers en face de vous, côté voie ferrée, il y a une petite caisse sur le côté. C'est un nichoir à faucon cresserelle et il est occupé. Il y avait des petits cette année. Voilà. Donc le faucon cresserelle. Donc on peut l'avoir dans les villes comme ça, en lui laissant, même dans des bâtiments récents, du coup, puisque le polygone de Béziers, il n'y a aucun endroit pour nicher pour des oiseaux, à part peut-être entre certaines barres et certaines plaques de métal. Mais on peut avoir des espèces comme ça, emblématiques et intéressantes à voir. Donc carnivore, il peut manger des gros insectes, mais la plupart du temps, quand même, il va manger des souris. C'est un des oiseaux les plus communs qu'on a en France. C'est un allié de l'agriculteur, puisqu'il va manger les souris. Il est assez connu. Hein. Je pense que le faucon cresserelle, vous avez peut-être déjà entendu. Tout le monde l'a vu, non? Oui, je pense. Ça. Voilà, donc sédentaire. Les souris, il y en a toute l'année. Petit faucon cresserelle. Je vous montre aussi à quel point il peut être proche de l'homme. Il est sur une jardinière. Donc vous avez vu? Donc la dame nous a envoyé la poussin. Donc lui, il peut nicher directement dans les jardinières. Donc pas du tout peur de l'homme. Alors bien entendu, la dame, elle a condamné sa fenêtre pour quelques mois. Mais elle était très contente de l'avoir. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des oiseaux qui s'acclimatent très 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 bien à l'homme. Des fois, il n'y a pas de trou, les bâtiments sont trop neufs, il n'y a plus aucune aspérité. Si on laisse une jardinière sans plantes, les faucons peuvent s'en servir. Alors peut-être qu'il y en a qui ont la même chose avec des pigeons chez eux, parce que les pigeons peuvent aussi faire leur nid dans les jardinières. Des fois, c'est des animaux un peu plus intéressants à observer, on va dire, sans faire de sous-espèces. Voilà. Donc voilà, un petit faucon. Donc là, c'est la femelle. Hein. Vous voyez la différence avec le mâle? Le mâle, il a une couleur presque unie sur le dessus. La tête, alors la tête, on ne la voit pas super bien, mais c'est bleuté. Alors que la femelle, elle a vraiment le dos strié. Et pareil, tête ou dos, c'est vraiment la même chose. Donc elle est en train de couver. Petit faucon cresserelle. Ah, hirondelle ou martinet? Ah. Martinet, du coup. Le martinet. Donc le martinet, faire la différence, c'est les ailes. Le martinet, il a une forme d'arc. Là, on a presque envie de tendre la corde. Là, il est vraiment arqué, le martinet. Il a un vol très très rapide, très vite. C'est eux que vous voyez se poursuivre. Des fois, ils sont 5 ou 6 en criant là au ras des toits. Donc le martinet noir, des martinets c'est pareil, il y en a plusieurs en France, ça serait trop facile. Mais celui qui niche en centre-ville, en tout cas à Béziers, c'est le martinet noir. Lui, il va nicher sous le toit des maisons, dans des trous. Donc voilà, je vous parlais encore de l'isolation. Le martinet, il va se mettre sous les gouttières. Souvent, des fois, il y a des trous au niveau des attaches des gouttières. Donc il va nicher en cavité. Pas simple,
d'avoir du martinet. Le martinet, il niche quand même dans des endroits particuliers, puisqu'il faut qu'il y ait de la hauteur, il faut au moins qu'il y ait 4 mètres de hauteur, 3 mètres, mais au moins 4 mètres. Donc c'est pas simple à avoir. Heureusement, il reste encore pas mal de trous dans les villes et les villages. On a inventé maintenant des briques ou des parpaings pré-troués en fait, exprès pour placer, il y a déjà un nid intégré dans le parpaing. Donc ça peut arriver, il y a des solutions comme ça qui existent. Vous construisez votre maison, il y a un endroit où vous mettez un parpaing avec un trou, et on peut avoir du martinet. Le martinet, il est intégralement insectivore. Comme l'hirondelle, il va ouvrir la bouche et attraper un maximum d'insectes, un maximum de petites bêtes. Et du coup, lui aussi est migrateur. Les martinets, vous n'en avez plus. Si vous voyez un martinet aujourd'hui, ce n'est pas un martinet noir. C'est un autre martinet, c'est un martinet pâle qui va rester là toute l'année. Voilà. Le martinet, il est connu pour être un voltigeur, puisque le martinet ne se pose jamais. À partir du moment où il sort de l'œuf, il est élevé par ses parents, puis il prend son premier envol, il ne va quasiment plus jamais se reposer. La nourriture, boire, la reproduction, le sommeil, tout se fait en l'air. Voilà. Sauf la ponte, bien sûr, et la couvaison. À part ces moments-là où on est obligé de se poser, le reste du temps, il est en l'air. C'est pour ça que le martinet, souvent, on en récupère par terre. On récupère des jeunes martinets. Beaucoup de personnes nous envoient des martinets au centre. C'est un des oiseaux qu'on récupère le plus. Parce qu'un jeune martinet qui a loupé son premier envol n'est pas apte à repartir de terre. Il n'est pas fait pour s'envoler depuis le sol. Il est fait pour être en l'air, se laisser tomber. Pour ça que je vous ai dit qu'il fallait 4 mètres. Il se laisse tomber et il repart. Non, il ne fait pas ça. Et alors, est-ce que c'est... alors, sur les branches, je pense que c'est aussi une question... Il a des pattes vraiment très très courtes. Donc, du coup, il ne le fait pas. Après, sûrement qu'il y a peut-être une époque où il le faisait. Parce que, par exemple, on a des martinets aux États-Unis qui nichent dans les arbres. Dans les trous dans les arbres. Donc, voilà. Il s'est adapté. Ses pattes se sont réduites et il a plus de puissance pour se propulser. Et il ne doit pas avoir assez d'accroche pour se maintenir sur les arbres. Voilà. Le petit martinet noir. Tout le monde l'a déjà entendu, celui-là aussi? Vu. Martinet, hein, il est connu. Comme l'hirondelle. Là, voilà d'ailleurs l'hirondelle. Donc ça, c'est l'hirondelle que vous connaissez peut-être. Alors non, c'est pas l'hirondelle de mer. C'est pas la sterne. Non, ça y ressemble, mais c'est pas la sterne. On est toujours en centre-ville. Hein. C'est l'hirondelle de fenêtre. Donc c'est l'autre hirondelle. Tout à l'heure, on a vu l'hirondelle rustique. Là, c'est l'hirondelle de fenêtre. C'est elle qui va faire son nid sur vos façades, sous vos toitures. Là. L'hirondelle de fenêtre, elle va faire son nid aux fenêtres. L'hirondelle de cheminée, ce qu'on la voyait, des fois, elle rentrait par les cheminées pour nicher à l'intérieur des maisons. Donc l'hirondelle de fenêtre, donc celle-là, vous avez tous vu des nids d'hirondelles. Hein, sur la plupart des bâtiments, on en voit, même si ça a tendance à diminuer. L'hirondelle aussi, elle a un petit peu de mal. Comme la plupart des oiseaux insectivores, il y a de moins en moins d'insectes. Donc, c'est un peu plus compliqué. Les bâtiments, on a tendance à les nettoyer, du coup, on n'aime pas trop ça, donc on les enlève. C'est absolument illégal, mais ça se pratique couramment, et du coup, les hirondelles ne retrouvent plus d'endroit pour nicher l'année d'après. Intégralement insectivore, elle vole la bouche ouverte, comme sa camarade, l'hirondelle rustique, et du coup, elle est aussi migratrice. Voilà. Donc c'est peut-être celle-là que vous avez l'habitude de voir. Mais l'hirondelle, sachez que l'hirondelle rustique, vous la voyez aussi régulièrement, peut-être sans vous en rendre compte. Voilà. L'hirondelle de fenêtre est un petit peu plus petite. L'hirondelle rustique, a moyen de la différencier en l'air, elle a 2 fils derrière la queue. Voilà. Elle a la queue très fourchue avec 2 fils. Oui, les hirondelles peuvent se poser. C'est celles qu'on voit sur les fils. Si, ben là, on le voit sur l'image, là. Elles sont en train de ramasser de la boue pour faire leur nid. Et puis l'hirondelle, on la voit régulièrement sur les fils, là. Il n'y a que le martinet qui ne se pose jamais. Voilà, les nids d'hirondelles. Donc vous voyez, c'est pas du tout un demi-bol comme tout à l'heure. Là, elle s'enferme vraiment et elle laisse un petit trou. Alors là, il s'est cassé, celui que vous avez à gauche. Mais c'est un nid, à mon avis, où dedans, il y a des poussins encore. Voilà. Il y en a qui ont la chance d'avoir des hirondelles sur leur bâtiment. Ça a tendance à diminuer. Alors je dis chance, peut-être qu'il y en a qui vont râler, mais moi j'aimerais bien avoir des hirondelles sur mon bâtiment. Autre milieu un peu particulier,
L'orbe, milieu particulier, milieu très intéressant. Hein. Il n'y a pas partout qu'on a des rivières, qu'on a des cours d'eau, surtout chez nous. Hein. On est dans des zones où, à part les gros fleuves, nos petites rivières ne coulent pas. C'est de l'eau douce, c'est pas comme en bord de mer. Celui-là. Alors le long de l'Orbe, c'est là où on peut le trouver. On va le trouver partout celui-là. Le goéland. Ouais. Le goéland, le gabian, exactement. Le goéland, le coffet, celui-là qu'on a chez nous. Ailleurs en France, c'est un autre goéland. Le goéland qu'on a chez nous, c'est un goéland méditerranéen. Gros oiseau blanc, un gros bec jaune, des grosses pattes jaunes. Celui qui vient vous piquer vos frites aussi à la plage ou la glace, c'est lui. Les chips, etc. C'est le goéland. Souvent, on a tendance à se tromper avec la mouette. Donc le goéland est vraiment tout blanc, la tête est toute blanche. Il va nicher sur le toit des habitations. Vous l'avez sur vos toits de maison. Sur la plupart des nouvelles résidences, c'est des toits plats avec des graviers. C'est le top du top pour un goéland. Sur un toit plat avec des graviers, c'est comme à la plage, sans les prédateurs et sans les touristes qui viennent poser leurs serviettes. Donc, ils y sont très très bien. Souvent, on entend et on a tendance à dire qu'il y a de plus en plus de goélands par rapport à avant. Ce n'est pas le cas. C'est qu'il n'y a plus aucun goéland en milieu naturel. On n'a plus de goélands le coffet qui se reproduisent en milieu naturel. Maintenant, ils sont tous dans les villes et villages. On a les toits parfaits, on est à l'abri des prédateurs et on a les poubelles et les déchetteries pour manger. Et si on est en bord de mer, on a les rejets de pêche des pêcheurs. Tout est parfait. Donc le goéland, il n'a pas peur de l'homme, il est très intelligent. Donc il va squatter nos villes et villages. Omnivore, il mange de tout. Et sédentaire, du coup, toute l'année, puisqu'il a toute l'année à manger. Voilà, la mouette, donc à pas mélanger avec la mouette. Souvent, on fait un petit mélange des deux. Donc la mouette, et la mouette qu'on a le plus chez nous, c'est la mouette rieuse. Que vous avez plus à Béziers, c'est celle-là. La mouette rieuse qui va avoir un rire, du coup, comme chant. La mouette rieuse, donc, elle, par contre, elle ne va pas nicher dans Béziers. Elle va nicher en lagune et en bord de mer. Par contre, vous allez la voir, on l'a régulièrement posée sur l'Orbe. Elle vient chercher à manger aussi, pareil, dans les déchetteries, etc., avec le goéland. Puisqu'elle va manger un peu tout, celle-là aussi. Elle se régale de poissons morts, de poissons tout court, de moules, de coquillages ou de déchets. Sédentaire aussi, puisqu'elle peut être partout. Donc la différence avec le goéland, c'est la tête blanche chez le goéland. Blanc, ça finit comme goéland. C'est un moyen mémotechnique. Ça marche généralement assez bien. Si vous avez un oiseau avec la tête toute blanche, c'est forcément un goéland. La mouette, elle a du noir sur la tête. Là, c'est en plein été. Ça serait trop simple si ça ne changeait jamais. Voilà les mouettes en ce moment. Si vous allez demain, si vous venez avec moi aux Orpelières, les mouettes seront comme ça. Donc elles ont en fait perdu leur plumage d'été, puisque la reproduction est terminée, ça ne sert à rien d'être joli maintenant. Maintenant, on veut être le plus terne possible pour éviter de se faire manger et éviter d'attirer l'attention. On n'a pas besoin d'attirer l'attention. Donc, elles perdent leur couleur. Et elles vont avoir cette tête-là, donc avec toujours un petit point noir quand même derrière l'œil. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, entièrement blanc goéland. S'il y a un tout petit peu noir ou beaucoup de noir, c'est les mouettes. Pareil, les mouettes, il y en a plusieurs. Il y a la mouette rieuse, la mouette mélnocéphale. On en a plusieurs des mouettes, mais la plupart ont soit la tête noire, elles ont toujours la tête noire à un moment de l'année, quoi qu'il arrive. Un petit peu ou beaucoup de noir. Entre les mouettes et les goélands. Non, c'est pas le guêpier, c'est le martin pêcheur. Et oui, le martin pêcheur avec son bec très pointu là. On l'a sur l'Orbe, le martin pêcheur. Vous pouvez l'avoir jusque dans le centre-ville de Béziers là pour venir pêcher justement. Donc le martin pêcheur, donc c'est un petit oiseau très connu parce que très très beau. Je pense qu'il est dans les top 5 des oiseaux les plus beaux de France, avec ses belles couleurs orange, bleu, turquoise là. Il va nicher dans les rives de cours d'eau. Il va creuser des galeries, le martin pêcheur. Donc il a besoin de rives abruptes. Il va nicher directement. Et des fois, s'il ne trouve pas de cours d'eau aménagés, enfin s'il trouve que des cours d'eau aménagés bétonnés, endigués, il va aller ailleurs. Des fois, il peut nicher, par exemple, un bord de route avec un bord de vigne, avec un petit talus et la terre est bien droite. Il peut nicher là et faire quelques kilomètres pour aller jusqu'à trouver de l'eau. C'est pas le plus pratique puisqu'on n'est pas à l'abri des prédateurs du coup, mais voilà, il peut s'en contenter. Donc,
un bec pointu comme un harpon, comme un poignard, ça permet de manger des poissons. Donc ça lui arrive aussi de manger des crevettes, des écrevisses, etc. Mais c'est très 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 souvent du poisson pour notre petit martin pêcheur. Du poisson, on en a toute l'année. Pour que l'orbe y gèle, il faut vraiment qu'il fasse très très froid. Donc il n'y a pas de souci. On va le retrouver toute l'année dans Béziers. Mâle ou femelle, celui que j'ai en photo? Comment on fait la différence? Le dos? Le bleu au cou, alors la femelle, elle l'a aussi. Mais c'est une question de couleur, de tonalité. On ne peut pas être sûr à 100%, mais la plupart des martins pêcheurs mâles sont bleus, comme celui-là. Les femelles sont plutôt vertes. Voilà, un peu plus vert turquoise. Il est très beau le martin pêcheur. Hein. Toujours à l'affût, il va attendre qu'un poisson et il va remonter. Allez, le dernier du lorbe, là, que vous voyez aussi souvent. C'est pas la poule d'eau, c'est la foulque, oui, c'est ça. On le mélange entre les deux. Ah ben il y en a, vous en avez. Alors ça peut être un peu moins que la poule d'eau, mais la foulque, il y en a quand même aussi. En hiver, il y en aura de plus en plus, je pense que peut-être qu'en hiver, c'est le meilleur moment. Elle préfère quand même les roselières, la foulque, donc il faut qu'elle... Ouais. Ah bah si, on en a toutes les lagunes, on en a. Ouais. Mais sur les grosses rivières ou sur les roselières, il y en a. Vous allez la vendre, il y en a partout. Il y en a partout. Donc la foulque, macroule, voilà. Herbivore, elle va manger des algues. Elle peut manger des petits crustacés, mais la plupart du temps, quand même, elle mange des algues et des graines. Sédentaire, donc elle va être toute l'année. Et j'ai marqué hivernante parce qu'on en a beaucoup, beaucoup en hiver. Comme la plupart des canards, les canards, on les a beaucoup en hiver, puisque la plupart du temps, ils nichent très haut au nord, Scandinavie, etc. Et du coup, ils viennent passer l'hiver chez nous. Donc, ça peut arriver en hiver si vous allez sur la Maire, là, par exemple, ou sur les temps de Thau, ou sur Vendre. Vous pouvez rencontrer des radeaux au loin sur l'eau. Là, on a l'impression que l'eau, elle est noire. Et il peut y avoir des radeaux, on appelle ça des radeaux de foulques. Ils peuvent être des milliers, regroupés au même endroit. Voilà. Ça fait des taches noires sur l'eau. Et c'est les foulques qui se regroupent pour passer l'hiver. Donc voilà le foulque que vous pouvez rencontrer de temps en temps avec ses petits sur l'orbe. Le foulque, pour le reconnaître, faire la différence avec la poule d'eau, le foulque, il a le bec blanc, il a le front blanc, tandis que la poule d'eau, elle a le bec rouge. Rouge et jaune même. Elle est plus petite, ouais, aussi. Voilà pour la foulque. Ah, c'est un dernier, du coup, j'avais mal compté. Donc voilà le dernier pour le bord de l'orbe. Je l'ai entendu. Oui, c'est ça. Le loriot. Le loriot, il est très très beau le loriot. Je ne sais pas s'il y en a qui n'en avaient jamais entendu parler. Le loriot d'Europe. Ouais. Jaune et noir pour le mâle. Je le mets aussi dans le top 5 des plus beaux oiseaux avec le martin pêcheur. Hein. Allez, je vais le mettre top 3. Ouais. Il est vraiment très très beau. On ne s'attend pas du tout à avoir un oiseau comme ça. Ça fait oiseau des tropiques un petit peu. Mais on a le loriot, il adore les bords de cours d'eau, il adore les forêts de bords de cours d'eau. On appelle ça des ripisylves, des forêts de bord de rivière. Et il adore ces arbres-là et faire son nid là-dedans. Il va manger des insectes et des fruits. Il est la même famille que pas très très loin de l'étourneau, donc il va manger à peu près la même chose. Et du coup, on va le retrouver migrateur. Il va partir. Il va partir parce que les fruits, c'est pas non plus sa spécialité. Il préfère les insectes, les criquets notamment. Là, il a d'ailleurs un criquet ou une sauterelle dans le bec. Donc du coup, il va partir. Le loriot, c'est pareil. Je pense qu'il n'y en a plus. Ils sont tous repartis il y a quelques semaines. Ils viendront au mois de mai l'année prochaine. Vigne et campagne. Puisque sur la commune de Béziers, quand même, on a des parties rurales, on va dire. Si on s'écarte à peine de la ville, de suite, on a des champs. J'ai mis vigne et campagne, je ne savais pas trop quoi mettre comme titre, mais on a de suite des champs de la grande culture du blé ou des vignes. Et on va avoir des oiseaux qui vont faire, soit qui vont vivre dans ces milieux-là, soit qui vont se déplacer. Et on peut les avoir sur plusieurs milieux. On en a parlé tout à l'heure. Hop. De elle, là. Là, voilà. La première, c'est la huppe. Voilà. La huppe, c'est normalement, la plupart du temps, une espèce quand même qu'on retrouve en milieu agricole, ou en milieu ouvert en tout cas. Donc la huppe faciée.
Donc la huppe faciée qui est un insecte, un oiseau qui va, hop là, c'est pas grave, qui va nicher dans des creux. Donc soit dans les vieux bâtiments, soit dans les arbres, dans les vieux arbres. Elle aime bien les vergers, parce elle aime bien les oliveraies. Elle va nicher quasiment au sol. Vous avez déjà vu un vieil olivier, complètement troué, là. Elle va nicher au cœur des oliviers. Elle peut nicher quasiment au sol. La huppe, elle va avoir la particularité de faire un nid qui pue. Elle ne nettoie jamais son nid, donc du coup son nid pue. Donc un renard qui passe à côté, passera à côté, ne s'arrêtera pas. Voilà. Il va être repoussé par l'odeur, il ne s'arrêtera pas, et donc du coup ça lui permet de nicher vraiment très au sol. Voilà. Insectivore, donc elle va manger énormément d'insectes, notamment les chenilles. Elle est aussi très très utile dans la lutte contre la chenille processionnaire du pin. Elle va aller les chercher quand elles sont enfouies, puisqu'elle a un long bec qui lui permet d'aller chercher des insectes dans le sol, donc elle peut aller les chercher quand ils sont dans le sol. Et donc elle va être assez efficace, et allez, je la mets aussi dans le top 5 quand même. Hein. La huppe, elle est quand même très très belle. Et elle aussi, c'est une migratrice. Quoique on a tendance ces dernières années à les voir rester de plus en plus longtemps, même dans les Pyrénées-Orientales, elles restent toute l'année, puisqu'il fait de moins en moins froid, et des gros insectes, des criquets, etc., on peut quand même en rencontrer, des vers, des choses comme ça. Son chant, je l'ai après. À la fin, on pourra l'écouter. Voilà, ça vous fera des souvenirs de campagne. Le chant de la huppe, exactement. Donc c'est le petit oiseau qu'on voit dans Kirikou, hein, parce que du coup, elle est aussi africaine. Hein, la huppe, on en rencontre beaucoup de populations. Hein. Hop, il y a son nom qui apparaît. Quel dommage. C'est pas grave. Le coucougé. Vous connaissez le coucougé ? Vous connaissez sûrement le coucou, qui fait coucou. Bah, là, c'est un coucougé. C'est un petit peu un mélange, un hybride, on va dire. Celui-là, il est méditerranéen, donc on l'a beaucoup chez nous et on ne l'a pas ailleurs. Et il est très très intéressant, puisque du coup, c'est un oiseau qui va aussi être spécialisé dans les chenilles, notamment les chenilles processionnaires. Il va adorer manger les chenilles processionnaires. Il va les avaler ronds comme ça, et puis après, il va recracher les poils urticants. Donc il va se spécialiser là-dedans. Pas très connu le coucougé, pourtant il est très très beau. Il a une drôle de tête, il peut avoir de très belles couleurs, il peut être très rouge devant, presque au lieu du blanc là en période de reproduction. C'est un oiseau vous avez déjà sûrement vu les images avec un bébé coucou qui est nourri par un tout petit oiseau, parce que le coucou va pondre son œuf dans le nid de petits oiseaux, de passereaux. Une fois que le coucou va sortir de l'œuf, il va jeter par-dessus les autres œufs. Et comme ça, il va être nourri tout seul par le couple de petits oiseaux. Parce qu'un passereau qui doit nourrir un gros coucou, il faut de l'énergie, donc c'est pour ça qu'il élimine la concurrence. Le coucougé va faire pareil, sauf qu'il va être spécialisé dans le nid de pie et de corvidés, mais souvent avec les nids de pie. Donc la femelle coucou va aller pondre son œuf dans les nids de pie. Contrairement du coup au coucou, lui il va rester et il va être élevé avec les pies par contre, puisque c'est à peu près le même gabarit. Donc la pie, elle a largement de quoi les capacités de nourrir tout ce beau monde. Ouais. Donc le coucougé. Déjà entendu parler du coucougé ? Ouais, c'est pas un oiseau qu'on connaît bien, et pourtant vous pouvez l'avoir si vous sortez à peine de Béziers dans la campagne. C'est pas du tout l'oiseau le plus fréquent. Hein. Puis il est assez discret, mais c'est un très bel oiseau. Alors, il est un peu long. Il n'a pas trop aimé ? Ah si. Les guêpiers. Non, le guêpier. Ouais, c'est le guêpier ça. Donc le guêpier aussi, allez, top 2 des plus beaux oiseaux. Le guêpier d'Europe du coup. Donc le guêpier d'Europe, exactement comme son nom l'indique, il mange des guépards. Non, il mange bien des guêpes. Hein. On m'a déjà dit. Des enfants m'ont dit qu'ils mangeaient des guépards une fois. Mais bon, j'y ai pas cru. Non, il mange bien des guêpes, il mange bien des abeilles, il mange bien des libellules, des grosses sauterelles, il adore chez nous les cigales, les gros oiseaux qui volent, les gros insectes qui volent, donc il s'en régale. Et il va nicher lui dans des falaises de sable. Donc on l'a en rive de cours d'eau, mais aussi on l'a dans les vignes, voilà, dès qu'il y a un talus avec une pente un peu abrupte. Il va aussi adorer les carrières. Ils ont les monticules de sable là. Vous pouvez avoir du guêpier qui va nicher dedans. Voilà.
Donc le guêpier qui est très connu parce qu'il est très très beau et donc on aime bien l'observer. Et c'est un migrateur. Là, les guêpiers aussi sont partis, normalement on n'en voit plus, puisque du coup il va aller chercher maintenant à manger un peu plus au sud, en dessous du Sahara. Oui, ouais, voilà. Il y a des petits surnoms comme ça, le chasseur d'Afrique, là, parce que quand ils sont nombreux, ça peut faire des jolies parades et des jolies chasses. Il peut décimer quand même une ruche sans problème s'ils sont beaucoup au moment de la migration, puisque quand ils se regroupent, ils peuvent être une cinquantaine. Donc une cinquantaine d'oiseaux qui tombent sur eux. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Après, si on a 10 ruches au même endroit, qu'on fait de l'intensif, si les guêpiers tombent sur les 10 ruches, ils vont décimer les 10 ruches. Si on a une ruche un petit peu partout, il y aura une ruche qui sera impactée, le reste ne sera pas impacté. Bon, ça c'est des discussions un petit peu pour éviter l'agriculture un peu trop conventionnelle. Ça existe même en apiculture. Et un dernier. Non, c'est pas le G. C'est celui que vous m'avez dit juste avant. Le rôlier. C'est le rôlier. Et c'est lui que je mets en top 1 des oiseaux pour moi. Après, c'est mon avis personnel. C'est le rôlier d'Europe. Voilà le dernier oiseau très coloré qu'on a en France. Très 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 beau. Alors à part les petits oiseaux. Lui, il est turquoise. Il a vraiment une couleur éclatante là. Bien flashy, turquoise. Donc lui aussi, il va apprécier les campagnes puisqu'il va nicher dans les arbres creux. On l'a beaucoup dans les allées de platanes, le rôlier. Puisqu'il faut qu'il niche assez haut quand même. Il y a c'est un oiseau qui a beaucoup d'enjeux, donc du coup on pose beaucoup de nichoirs pour essayer de le préserver, cet oiseau. Et pourquoi il est dans les campagnes? Parce c'est un gros prédateur, il va manger des gros insectes, voire des souris, des lézards. Il peut s'attaquer quand même à des petits oiseaux, des petits animaux. Donc on le retrouve à la campagne. Il fait quelle taille? Il fait une belle taille, il fait la taille d'un gros pigeon. Ouais, c'est un bel oiseau, le rôlier, qui est migrateur du coup aussi. Donc lui, il va migrer. On le retrouve en Afrique en ce moment. Ils sont déjà partis également. Ils arrivent au même moment que les guêpiers. Pourquoi je le mettrais dans le top? Parce que souvent, lui par exemple, on ne le retrouvera jamais dans le centre-ville de Béziers. Souvent, on va le retrouver au milieu des vignes. Et nos sols chez nous, nos vignes, ça fait des couleurs assez ocre, assez orangées. Et d'avoir un point bleu comme ça au milieu, c'est le top pour les photos. C'est un des oiseaux les plus photogéniques. C'est très sympa à observer. Voilà le rôlier. Donc il y a de très beaux oiseaux tout proches de Béziers. Faut pas croire. Ouais, parce que la plupart de son régime quand même c'est les insectes. Ouais. Le nom est apparu aussi. C'est quand je fais des retours, il aime pas trop. La chevêche d'Athéna. Petite chouette. Donc c'est elle l'emblème d'Athéna, de la déesse, vous avez en mythologie. Et donc la petite chouette, elle aussi vous pouvez la voir. Alors, dans vos jardins, ça peut arriver aussi, comme la huppe, elle peut se rapprocher très proche des habitations. Mais on la retrouve normalement à la campagne, dans les vieux bâtiments, dans les vieux arbres, les vergers. Voilà. Et elle va se nourrir d'insectes et de souris. La plupart du temps, c'est des petites souris. Ou alors des très gros insectes comme des scolopendres, des choses comme ça, qu'on retrouve en garrigue. Et elle est sédentaire, du coup on peut la voir toute l'année. On l'appelle aussi le chat huant, parce qu'on a l'impression que c'est un chat qui miaule de très très loin. Normalement elle est tout à l'heure dans le petit son là, on va voir si vous arrivez à la repérer. Toute petite la chouette, comme ça, pas plus grande que ça. Toute mignonne avec ses yeux d'or là. Voilà. La chouette aux yeux d'or aussi, on peut l'appeler, il y a plein de surnoms. La petite chevêche. Voilà. Comment? Au jardin des poètes, il y en a, je les entends avec Ouais, voilà, il peut y en avoir assez proche. Ouais. Les petites chouettes. C'est le week-end, je crois que l'ordinateur, il a un peu de... Il veut pas. C'est bon. On va passer sur les oiseaux rares. Rares, ça veut dire quoi? C'est les oiseaux qu'on ne retrouve normalement pas à Béziers,
mais qui ont été vus quand même ces dernières années. Je voulais vous montrer un petit peu un panel d'oiseaux qu'on peut rencontrer de temps en temps, ça arrive. Il y en a qui sont là toute l'année dans l'Hérault, mais à Béziers, c'est exceptionnel. Ça arrive peut-être une fois par an ou de temps en temps. Donc voilà un petit panel, pareil, 5 oiseaux rares, j'ai envie de dire. Une quoi? Non, c'est pas un héron. C'est vrai que ça ressemble à la cigogne. Moi j'en ai vu un comme ça, Ah. dans l'ordre. Alors on peut se tromper avec le héron cendré, parce qu'il lui ressemble beaucoup. Et c'est normal qu'il ressemble à une cigogne, puisque c'est une cigogne, sauf que c'est une cigogne noire. La cigogne que vous avez l'habitude de voir qu'on voit en migration en France, c'est la cigogne blanche, celle qui niche en Alsace. C'est la cigogne, ou qui niche chez nous, hein. La cigogne blanche, ça c'est la cigogne noire. Et c'est beaucoup, beaucoup plus rare de la voir. Quand on la voit, c'est en migration, la plupart du temps. Donc là, sûrement qu'elle a été vue en migration depuis Béziers, ou alors peut-être elle se ravitaillait dans un marais ou dans une rivière à côté. Mais c'est la cigogne noire. Elle niche, il y en a quelques-unes qui nichent dans le nord-est de la France, dans des roselières, dans les forêts inondées. Mais c'est beaucoup en Allemagne, ouais, dans la cigogne noire. Et après, plus au nord encore. Donc elle, comme la cigogne blanche, insectivore, carnivore, elle mange un peu de tout, elle. Tout ce qui traîne, malheureusement peut-être même trop dans les décharges, etc. Mais du coup, elle va manger plein de choses. Et ça arrive qu'on la rencontre, voilà, en migration. Des fois, on peut la voir passer. Donc c'est une super cigogne, si vous voulez aller voir en photo, des photos de la cigogne noire. On ne la connaît pas, nous on a l'habitude de voir la cigogne blanche. Mais celle-là est très jolie. Et c'est une migratrice, du coup, puisqu'on la voit au moment de la migration. Ah, c'est encore plus gros, c'est le vautour, ouais. Il y a du vautour qui a été vu à Béziers. Voilà. Ça a été noté sur Béziers et ça ne m'étonne pas puisque chaque année, on a des vautours qui viennent se perdre à Sérignan, à Valras, à Frontignan, à Agde. Des jeunes vautours qui explorent un petit peu leur territoire et une fois sur la mer, il n'y a plus de portance. Du coup, on s'échoue sur le sable. Et donc, on est régulièrement récupéré par les pompiers. Les vautours, ils aiment bien ça, être transportés par les pompiers, apparemment. Donc, ils arrivent, on en récupère, on va dire, une petite dizaine tous les ans, hein, quand même. Bon, après, jusqu'à Perpignan, jusqu'à Canet, etc., là, voilà. C'est régulier que les vautours, quand ils sont jeunes, ils vont un petit peu s'épuiser sur la mer. Et s'ils n'arrivent pas à repartir, s'il ne fait pas assez chaud, on les prend en charge. Sinon, des fois, ils repartent tout seuls vers les montagnes. Mais du vautour fauve, ça peut arriver en levant les yeux un jour. Vous vous effrayez pas si vous voyez un vautour posé sur la médiathèque. Des fois, ça arrive. Voilà. Ça peut arriver. Les vautours sont pas très loin, hein. Il y en a beaucoup qui nichent dès que vous allez dans les Cévennes. Voilà. Dès que vous allez sur Navacelles, tout ça, vous en avez beaucoup. Donc le vautour, il va être nécrophage, donc il va manger des animaux morts. La plupart du temps, c'est des animaux sauvages, hein. Et après, il y a les placettes qui sont mises en place par les éleveurs. Quand ils ont des animaux qui meurent, ils les mettent en placette pour nourrir les vautours. Mais la plupart du temps, ils se débrouillent avec des carcasses de chevreuils, de cerfs, etc. Et les sédentaires, on l'a toute l'année chez nous. Mais du vautour faux, voilà, il y en a qui ont été vus sur Béziers. Un autre rapace, un petit peu bizarre. Non, c'est pas le cresserelle celui-là. Ah, c'est pas le busard des marais. Le busard des marais, ça n'existe pas. Il y a le busard des roseaux. Mais c'est pas celui-là. C'est le busard des roseaux, on l'a dans toutes les roselières. Donc je pense qu'il a été vu sur Béziers. Mais du coup, c'est assez fréquent. Ça, c'est un balbuzard. Et un balbuzard pêcheur. Il est en train de pêcher sur la photo, là. Entre les serres, il a des poissons. Voilà. Voilà, le balbuzard pêcheur. Donc c'est un des rares rapaces pêcheurs qu'on a chez nous, qui peut se plonger directement dans l'eau. C'est impressionnant puisque du coup il peut sortir des énormes carpes, des énormes poissons. Et des fois il est à deux doigts de ne pas pouvoir s'envoler. On a même des données comme quoi il y a des balbuzards qui se sont noyés parce qu'ils plongent, on dirait on lance une pierre. Hein. Tout à côté ça fait il n'y a aucune grâce comme un martin pêcheur. Hein. Il se laisse tomber et puis après il se débrouille pour remonter. Voilà. Et donc le balbuzard pêcheur, on n'a pas de reproduction en Occitanie. Il se reproduit à quelques secteurs en France. C'est vraiment ponctuel de temps en temps. Donc on l'a de passage
parce il va se balader, les jeunes vont se balader, il va y avoir un petit peu de migration aussi, ils vont aller jusqu'en Espagne en hiver par exemple. La semaine dernière, et même cette semaine, je crois qu'il y en a qui ont été vus à la Maire, parce qu'ils aiment bien entendu aller dans les endroits où ils peuvent attraper du poisson. Donc vous pouvez de temps en temps le voir au-dessus de vos têtes sans souci. Voilà. Donc très blanc, vous avez vu, et il a une bande noire qui part des épaules et qui lui relie, ça lui fait un masque. Voilà. Il a des yeux d'or, le balbuzard pêcheur. Vous pouvez aller voir sur internet aussi, il y a la pêche du balbuzard pêcheur, c'est assez incroyable. Voilà. On se demande ce qu'il fait l'oiseau. Vous voyez, ça a été fait en 2021, ça. Ça ressemble à des oiseaux que vous connaissez beaucoup. Ouais, ça ressemble un petit peu à la grive. Ça ressemble à quel autre oiseau? À la forme, oubliez la couleur. Regardez. Pas de... Corneille, c'est un peu plus gros. Et c'est vrai que ça pourrait faire ressembler un petit peu à une pie aussi, là. Ce sont des étourneaux. Si vous le mettez tout noir, c'est un étourneau. Et ça, c'est un étourneau roselin. L'étourneau roselin. L'étourneau roselin, normalement, c'est un oiseau qui niche en Europe de l'Est ou en Asie de l'Ouest. Et là, ça fait 2 années d'affilée qu'on en a chez nous, au printemps. Alors, est-ce que ça va? C'est leur zone de migration qui est en train de changer avec le changement climatique. En tout cas, ça correspond à peu près tout le temps au moment où les mûriers sont en fruits. Donc, on en a de plus en plus, et on en rencontre régulièrement. Il y en a qui ont été vus quasiment partout dans l'Hérault cette année, dont à Béziers. Mais c'était très très rare, et 2 années d'affilée qu'on en a sur Béziers. Donc c'est comme l'intourneau de chez nous, insectivore frugivore, il va manger des fruits et des insectes. Et c'est un migrateur, comme les tourneaux aussi. Voilà. Donc... est-ce que c'est de la vraie migration ou est-ce qu'ils ont ils ont compris que les fruits étaient mûrs à une certaine période et ils veulent se déplacer? Voilà. Les tourneaux roselins, très très beaux. Je ne l'ai personnellement jamais vu. J'ai pas eu cette chance. Je l'ai cherché pourtant. On les cherche les oiseaux, mais on les voit pas. Donc lui c'est vraiment accidentel. Hein. C'est de temps en temps on en a qui passent. Vous pouvez penser à un oiseau? Vous pouvez penser à quel oiseau? C'est un rapace. Hein. Ouais. C'est un petit faucon aussi. Ben, c'est comme le cresserelle, sauf qu'il est tout noir du coup. C'est un autre faucon, c'est le faucon cobèze. K-O-B-E-Z. Cobèze. Donc le faucon cobèze, aussi, c'est un oiseau qui est censé nicher en Europe de l'Est, donc il n'y a rien à faire chez nous, qui migre normalement par l'Afrique de l'Est, hein, par la Turquie, puisque de toute façon des axes migratoires, il y en a 2, hein, soit l'Espagne, soit la Turquie, ou alors il faut traverser la Méditerranée. Et de temps en temps aussi, on en a qui s'égarent et qui migrent de notre côté. Et souvent, quand il y en a un, il y en a plusieurs. C'est des passages de dizaines, centaines d'individus. Voilà. Donc le petit faucon cobèze, très beau. Vous avez vu le mâle là, il est très... Alors sur la photo, peut-être à la lumière, ça ne rentre pas super bien, mais il est très, très, très noir, très sombre. Et avec des yeux très rouges et un bec bien jaune là. Ça fait vraiment des très beaux contrastes. C'est un super oiseau aussi, le faucon cobèze. Donc entièrement insectivore, un petit faucon. Et c'est tout. On a fini. Donc voilà une petite présentation de quelques oiseaux sur Béziers. Voilà, j'espère que ça vous a plu.